Retour à questions d'actualité sur les ondes de la radio VM. Vous êtes en compagnie de Jean-Philippe Trottier. Retour au Québec aussi. Vous savez, nous avons été naguère plus catholiques que le pape. Beaucoup de gens vous le diront. La Révolution tranquille était censée nous libérer d'une soi-disant grande noirceur et nous donner les clés de notre développement économique, social et politique. Eh bien, cette révolution a reconduit cet esprit religieux et surtout moral, mais dans des causes moins transcendantes, l'écologie notamment. Cela nous met devant le paradoxe suivant, et il est énergétique. Nous nous plaçons ainsi à la fine pointe mondiale de l'écologisme en refusant d'exploiter nos propres hydrocarbures, mais alors nous en importons d'ailleurs. Le point avec Jean-François Thibault, ingénieur junior et commentateur de l'actualité du secteur énergétique. Il a écrit un texte sur la question sur le blog genium360.ca. Jean-François Thibault, bonjour. Bonjour Jean-Philippe, comment allez-vous? Je vais bien, et vous aussi? Oui, ça va très bien. Écoutez, j'annonce à la terre entière, Ourbi et Torbi, que vous êtes chroniqueur une fois par mois à cette émission. Votre chronique portera sur quoi, en général? Ma chronique va porter essentiellement sur le secteur énergétique, les questions d'environnement, du milieu du génie, ainsi que la société industrielle de manière plus générale. Donc, on va essayer de ratisser, ça va ratisser assez large de ce point de vue, mais je vous dirais qu'on va rester dans tout ce qui a trait justement à des sujets de cet ordre-là. Donc, secteur industriel, énergie, environnement, tout ça étant lié. Donc, et on parlera au passage certainement aussi de peut-être la question de la technique ou du progrès technique. Donc voilà, ça va tourner autour de ces questions-là. La table est mise, c'est intéressant. Vous êtes ingénieur junior pour terminer votre présentation. Junior par rapport à senior, vous avez encore la couche aux fesses? Ça achève, quoique, non, je suis en train de compléter le je suis en train de compléter le juniorat auprès de l'Ordre des ingénieurs du Québec. En fait, c'est tout un processus qui fait en sorte qu'on doit faire accréditer des heures, si vous voulez, de travail dans des fonctions qui ont attrait à l'ingénierie, et on doit faire reconnaître ça par nos pairs, etc. Donc après, c'est tout un processus d'accréditation pour finalement avoir les pleins droits d'exercice de profession. Mais donc voilà, je suis toujours ingénieur junior jusqu'à nouvel ordre, mais peut-être, sait-on jamais, que en cette saison, je pourrais vous dire que je suis devenu ingénieur éventuellement. Vous nous le direz de toute façon. On peut lire vos textes sur le blog genium360.ca, genium, G-E-N-I-U-M 360.ca. Un de vos derniers textes, en tout cas, est consacré au paradoxe énergétique québécois. Un paradoxe, c'est ce qui est contradictoire. Oui, c'est vrai. En fait, le tout fait suite à un entretien que Pierre-Olivier Pinault a accordé à Alexandre Shields dans le journal Le Devoir. Le professeur HEC, oui, Pierre-Olivier Pinault. D'accord, oui. Il est professeur titulaire, il est également directeur de la chaire en gestion de l'énergie à HEC Montréal, donc c'est une figure très, très, très connue dans le secteur énergétique au Québec. Et Alexandre Shields lui posait quelques questions qui concernent le secteur gazier en particulier. Et Pierre-Olivier Pinault, finalement, était plutôt perplexe, était plutôt étonné, mais en fait, ce qu'il pointait du doigt, c'est cette idée que, justement, on se refuse au Québec depuis nombre d'années, alors ça fait depuis environ 2010 que le débat sur le développement des hydrocarbures a cours au Québec. Alors il s'étonnait que d'une part, notre consommation de gaz naturel notamment augmentait à peu près sans cesse, et tout en fait, le paradoxe il est en ce fait que le Québec, d'autre part, se refuse à toute éventualité de produire localement du gaz naturel. Alors je vous dirais, ma réflexion est partie de là. Et je vous dirais que plus largement encore, il n'est pas seulement sur la question du gaz naturel qu'on pourrait se poser cette question-là, mais sur les hydrocarbures dans leur ensemble, incluant ici le pétrole également. Alors évidemment, le pétrole, c'est une source d'énergie sale, on se prive pas de le dire, et de pointer du doigt l'Alberta, très certainement, et nous, c'est l'énergie propre, c'est l'hydroélectricité, le solaire, l'éolien, etc. Mais il y a quand même des voitures qui circulent, il y a quand même du mazout qui passe ici et là. Je veux dire, c'est ça votre paradoxe, c'est-à-dire qu'on consomme du pétrole, mais on refuse d'en exploiter sur notre territoire. En fait, c'est
qu'on se refuse à même en discuter à certains égards. C'est-à-dire que il n'y a aucun parti politique provincial, et c'est à ce palier du gouvernement-là que ça devrait se régler, finalement, cette question-là. Aucun gouvernement n'a voulu, si ce n'est brièvement le gouvernement de Jean Charest à une certaine époque, là, mais aucun gouvernement ne veut vraiment se coller à cette question-là. Et bien que ça faisait partie du programme de la Coalition Avenir Québec avant son élection, on entend très peu parler de cette question-là de la part du gouvernement, si ce n'est pour dire qu'il n'y a pas d'acceptabilité sociale et finalement reporter la question et le fait de trancher sur cette question-là au calendrier grec. Alors, si vous voulez, on se retrouve également face au paradoxe. Un lecteur m'a fait remarquer que le gouvernement du Québec, depuis le gouvernement et de Jean Charest, de Pauline Marois également, avait investi des sommes relativement colossales dans des entreprises à l'origine québécoise, mais dans des entreprises qui détenaient des permis d'exploration pétrolier et gazier au Québec. Alors, il y a quelque chose de paradoxal également dans le fait d'investir dans des entreprises pour qu'elles puissent explorer et d'un autre côté, mettre en place un cadre réglementaire qui ne leur permette pas de travailler sur le terrain, là. Je mets un peu mon chapeau de philosophe, Jean-François Thibault, ou d'intellectuel qui réfléchit à l'actualité en compagnie de ses invités, forcément. Il y a un bouquin qui vient sortir aux éditions du Boréal, c'est frais comme tout, d'Alexandre Poulain, Réflexion d'un héritier politique, et qui souligne une ambivalence québécoise. Et moi, j'ai déjà souvent écrit des textes là-dessus où je parle de... On est dans la grandiosité au Québec, parce qu'on sera à la fine pointe du développement écologique, féministe, homosexuel, le droit de mourir dans la dignité, tout ça, le Québec se veut au sommet de la pyramide mondiale pour ces questions-là, et tôt ou tard, on va retomber dans un misérabilisme. On est dans les deux extrêmes. Est-ce que ce que je vous dis est pertinent avec ce paradoxe énergétique québécois où on importe du pétrole, mais on veut être les plus vertueux au monde? Oh non, mais vous avez totalement raison. Je l'ai lu, le livre d'Alexandre Poulain. J'ai même assisté à son lancement le 26 août dernier à Montréal. Oui. Ça avait lieu à le livre Voyageurs sur la rue Bélanger. Oui. Et j'ai eu l'opportunité de lire ce livre-là. Ce qui est très, très, très pertinent pour la question dont il est question aujourd'hui dans le livre d'Alexandre Poulain, c'est toute la question du messianisme compensatoire. On vous le dit en introduction d'entrevue. Au Québec, finalement, après l'acte d'union, on s'est un peu... En 1840 oui, en 1840 exactement. Donc, on s'est retrouvé finalement à être un peuple, conquis. Et ce qui restait peut-être de notre idéal de la Nouvelle-France, c'est pas mal endormi à partir de ce moment-là. Et donc, on s'est vraiment rendu compte qu'on était conquis comme peuple à ce moment-là. Et donc, on s'est dit... Et donc, comme on n'était pas capable, si vous voulez, d'avoir du pouvoir temporel ou du pouvoir économique ou politique dans les champs de compétences qu'on aurait aimé, mais finalement, ce qu'on s'est fait, c'est qu'on a compensé cette perte-là par une espèce d'enflure qui, à l'époque, s'est traduit par une espèce de messianisme catholique. Alors là, on disait qu'on voulait évangéliser l'Amérique du Nord au grand complet. Protestante, individualiste, libre et penseuse, évidemment, oui. Et matérialiste surtout aussi. Ah oui, donc, oui, tout à fait. Donc voilà, ce qu'on s'est dit, c'est ça. Donc finalement, plutôt que d'accepter et de voir en face la défaite et d'en prendre acte et d'agir, peut-être un peu plus en profondeur, peut-être en allant chercher d'autres éléments qui auraient pu nous permettre de rebondir tant individuellement que comme peuple. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a gonflé une balloune, littéralement, où est-ce qu'on s'est dit que finalement, on était un grand peuple. Alors finalement, on avait un discours à cette époque-là, et de grands ecclésiastiques avaient à cette époque-là une espèce de discours quasi de peuple élu là, pour le peuple québécois. Alors on avait un grand destin, on devait être une grande nation catholique, etc. Un petit peu de la même façon aujourd'hui, vis-à-vis de la question énergétique, mais vous avez tout un discours écologiste qui se construit autour du fait que le Québec devrait être un exemple sur la terre entière, le Québec devrait faire une différence pour le monde entier en ce qui a trait à la lutte contre les changements climatiques. C'est quand même étonnant venant d'un peuple de 8 millions de personnes sur 6 ou 7 milliards d'êtres humains sur la Terre. Et mais c'est drôle, hein, mais pardon, Jean-François Thibault, excusez-moi, mais j'ai l'impression que dans la représentation de soi-même, les Juifs ont un côté comme ça. Bon, dans la Bible, c'est le peuple élu. Ils ont souvent montré, on voit le nombre de prix Nobel, le nombre d'écrivains, enfin de réflexions qu'il y a eu. Ils ont montré vraiment qu'ils étaient très très forts, très souvent.
est-ce que les Canadiens français se percevaient un peu comme la race élue, enfin pour parler Lionel Groulx, enfin on était un peu le ferment dans la pâte nord-américaine? Oui, ben en fait, oui, il y avait cette perception-là certainement à l'époque. Mais je vous dirais à la différence du peuple juif, qui lui est vraiment le peuple élu, hein, et donc le Québec ne l'est pas en quelque sorte. Et on s'est comme inventé ça. On s'est inventé une espèce de rôle, un rôle international, ou à tout le moins un rôle nord-américain, grandiose pour compenser, si vous voulez, des pertes historiques de notre peuple. Bon, et par ailleurs, je vous dirais que si vous regardez Israël comme nation aujourd'hui, bien qu'il puisse toujours bien qu'il puisse toujours se montrer porteur de cette tradition-là judaïque, etc. Il en demeure pour moi que c'est un pays où il y a énormément d'innovation, où quand on prend des décisions sur tant la sécurité nationale que sur le développement économique, on prend des décisions très, très, très concrètes. Et on fait des liens entre les universités, les entreprises, le secteur financier. Et c'est un pays qui, bien qu'il soit tout petit à l'échelle internationale, a des résultats économiques et entrepreneuriales extrêmement impressionnants. Alors, on ne vit pas dans un monde parallèle en Israël. On mettra, oui, il y a un autre monde parallèle là, dans la bande de Gaza et dans Cisjordanie. Hein. On mettra ça de côté. De toute façon, c'est pas l'objet de votre intervention, Jean-François Thibault. Mais alors, revenons-en à l'écologie. Non pas l'écologie, mais à l'écologisme. Alors, avant c'était le catholicisme, on allait convertir les protestants matérialistes, amateurs du vulgaire gros sou, enfin de la croissance, de la pensée, de la libertariété, si j'ose dire. L'écologisme serait-il devenu une nouvelle religion à la façon du catholicisme d'antan? C'est ce que vous sous-entendez ou pas? Il y a certainement, il y a certainement une matrice religieuse à certains égards à l'écologisme. D'autres questions, en fait, d'autres auteurs en ont déjà parlé, en plus d'Alexandre Poulain. Là, il y a Jérôme Blanchet-Gravel a dédié un livre au complet à cette question-là, que je n'ai pas lu, mais que je ne m'interdis pas de lire à des fins d'une chronique future. Mais je vous dirais, l'évaluation que j'en fais dans le cas du Québec, c'est que c'est plus une question anthropologique ou culturelle, c'est-à-dire que c'est un peu l'histoire qui se répète, c'est un peu nos comportements compensatoires qui très certainement refont surface. Alors, je vous dirais, il y a certainement une matrice religieuse à certains mouvements écologistes, pas tous, ou en tout cas, j'aurais de la difficulté à généraliser de ce point de vue-là. Il y a des mouvements écologistes qui sont plus pragmatiques que d'autres, etc. Mais très certainement que si on regarde... Mais très certainement, la question culturelle, si vous voulez, c'est ça. Donc, la différence québécoise de ce point de vue-là se fait très certainement sentir dans l'écologisme, dans l'expression de son écologisme. Et mais je vous dirais, si tant est qu'il y a une matrice religieuse à l'écologisme au Québec, c'est inutile de dire que c'est une religion, on va dire séculière, ou une religion sans Dieu, en quelque sorte. Est-ce que ça veut dire encore une fois, on gonfle une ballonne, vous disiez, on tombe dans le messianisme, dans l'idéal, dans la vertu, dans la morale. Que se passe-t-il avec l'intérêt commercial, politique, la prise de décision, la responsabilité? Je veux dire, si je vous comprends bien, Jean-François Thibault, au Québec, on est collectivement dans un nuage. On a quand même fait des réalisations. La Révolution tranquille a remplacé peut-être une religion par une autre, mais quand même, il y a eu de sacrées réalisations. Écoutez, ce serait ambitieux dans cette chronique-ci de dresser un bilan de la Révolution tranquille et de la social-démocratie. On n'en a pas le temps, comme vous dites. Mais ce que je peux dire, c'est qu'au Québec, il est assez difficile de réfléchir à nos intérêts, commerciaux et politiques dans le sens concret du terme. C'est-à-dire que quand on parle de ces enjeux-là, on est souvent dans les idées, dans les grandes lignes, mais on est rarement en train de se pencher sur des colonnes de chiffres et à vraiment prendre responsabilité sur notre consommation énergétique, par exemple. L'État de l'énergie du Québec, qui est publié par Pierre-Olivier Pinault à tous les ans, professeur à HEC, ce qu'il nous dit finalement, c'est que depuis 2 ou 3 ans maintenant au Québec, on achète plus de VUS
que de voitures. C'est quand même incroyable. Alors qu'on a le pacte pour la transition, alors qu'on a des mouvements écologistes qui sont dans tous les médias de masse, et qu'on appelle pour commenter tout ce qui se passe dans le secteur énergétique, industriel, etc. Alors qu'on a, si vous voulez, un discours écologiste beaucoup plus féroce ici, beaucoup plus vocable que dans le reste du Canada, par exemple, dans le Canada anglais. Oui. Ben, il y a quelque chose d'assez étonnant dans le fait que, alors qu'il y a un discours d'un côté, mais vraiment, les comportements individuels semblent pas suivre de l'autre. Mais c'était la même chose. Écoutez, les gens de Cité Libre, je me souviens surtout de Gérard Pelletier, qui était un collègue de Pierre Trudeau, aussi parlait c'est Trudeau, en fait, qui parlait de l'amoralité des Canadiens français, qui allaient à la messe, qui communiaient, qui se confessaient, mais qui, en catimini, faisaient bien d'autres choses. Il y avait un rapport, un décalage entre la pratique, le discours officiel, ce qui était montré, et puis ce qui se passait en coulisses. Alors, je dois dire que je suis plutôt d'accord avec cette analyse-là des choses. On le voit aussi dans le secteur énergétique. Prenez le rapport qu'a publié l'Institut économique de Montréal récemment. Ils ont fait un sondage où ils ont demandé aux Québécois quelles étaient leurs priorités en termes de politique. Les changements climatiques arrivaient troisième, je crois, et une très, très grande proportion des Québécois trouvaient que la lutte au changement climatique devait figurer parmi nos priorités. Je crois que c'était la troisième après la santé, puis le développement économique et les emplois. Donc, quand même, c'est une de nos priorités comme peuple. Ensuite de ça, l'Institut économique de Montréal demande à ces mêmes répondants-là, alors vous nous dites finalement que la lutte au changement climatique est une priorité. Combien de dollars de plus êtes-vous prêt à payer par année ou par mois pour lutter justement contre les changements climatiques? Et 60% des répondants répondaient, tenez-vous bien, un maximum de $0. $0. Alors, c'est quelque chose d'incroyable là-dedans, quand même. Alors, oui, c'est le gouvernement qui doit tout faire. C'est Jean-François Thibault, c'est le gouvernement qui défend la langue, c'est le gouvernement qui promulgue des lois, c'est le gouvernement qui dit le bien et le mal, comme l'Église disait le bien et le mal auparavant. Je veux dire, c'est toujours, moi je ne dépense rien, mais c'est le gouvernement qui fera tout. Ben, dans ce cas-ci, ça m'apparaît un peu illusoire parce qu'écoutez, c'est la somme de nos comportements individuels qui font en sorte que finalement, il y a des entreprises qui se démènent pour nous offrir sur un plateau d'argent, si vous voulez, un niveau de vie qui est soutenu par une quantité d'énergie et de ressources qui est quand même phénoménale. On est là dans nos maisons et en ce moment, on parle à la radio, qui est une technologie. Et nous sommes tous deux dans un studio ou chez soi, en fait, dans un bâtiment qui est chauffé, éclairé, où il y a l'eau courante. C'est un niveau de développement et de niveau de confort, si vous voulez, qui est inégalé là, dans l'histoire de l'humanité. Évidemment, pour soutenir ça, il nous faut des ressources, il nous faut de l'énergie, et il y a des entreprises qui nous les fournissent. Mais alors, pardonnez-moi, il nous reste 2 minutes, Jean-François Thibault. Comment voulez-vous faire? On se heurte, non pas à un manque d'arguments, les arguments vous les avez, mais on se heurte à on dit en termes savants, un tropisme. On se heurte à un complexe, un tic, un trait culturel, et les traits culturels sont les plus difficiles à effacer ou à modifier. Comment allez-vous, Jean-François Thibault, en 1 minute, maintenant en 1 minute et demie, convaincre les Québécois de devenir pro-hydrocarbures ou que sais-je? Ben, je vous dirais, sans nécessairement les convaincre d'exploiter leurs propres hydrocarbures, ce que je dirais, c'est qu'il faut commencer par prendre acte que l'on consomme énormément d'énergie. Ce faisant, en se posant la question de notre consommation, ben, on est quand même en droit de se poser la question de sa production locale. On est là à se démener avec la COVID, on fait la promotion de l'achat local de toutes sortes de produits, toutes sortes de services. Me semble-t-il que pour l'énergie, on devrait penser à faire un petit peu la même chose en ce qui concerne nos hydrocarbures. Je vous dirais de manière plus générale, si on veut vraiment diminuer notre consommation énergétique et faire une différence pour la planète, ben, les solutions sont un mélange d'éco-taxes d'une part et d'allègements réglementaires pour qu'il y ait une diffusion plus rapide des solutions technologiques qui vont nous permettre de faire vraiment une lutte efficace au changement climatique. Et ça, ben, ce sont des propositions qui sont malheureusement impopulaires ou à tout le moins qui ne permettraient pas à un politicien de gagner des élections. C'est beaucoup plus aisé pour un politicien de faire la promotion de subventions et de nouveaux programmes plutôt que de se retirer de la vie des gens.
Jean-François Thibault, ingénieur junior et commentateur de l'actualité du secteur énergétique, chroniqueur à cette émission toutes les 4 ou 5 semaines. La prochaine fois, on vous retrouve le 13 octobre pour parler d'autres choses. Entre-temps, on peut lire vos contributions sur le blog genium360.ca. Merci beaucoup, Jean-François. Merci beaucoup, Jean-Philippe. À dans un mois. Voilà, c'est la fin de l'émission. Demain, les tigres de papier. À la régie, Daniel Fortin. Ici, Jean-Philippe Trottier. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain et entre-temps, je vous invite à rester à l'antenne de Radio VM.